chemin à bicyclette. Salut Frédéric. Salut Étienne. Merci de prendre le temps d'échanger avec la bicyclette. T'es venu à vélo ici? Oui, tout à fait. Moi aussi, ça nous fait un point commun. On est dans le Marais à Paris, dans un endroit assez agréable avec une petite musique ambiante. Très sympa. Plutôt qu'aller pour parler accessibilité. Un vaste sujet, un sujet qui en plus est d'actualité depuis un certain nombre d'années puisqu'il est rentré dans les textes de loi, tu vas nous en raconter un petit peu plus. L'accessibilité, c'est en fait au départ une philosophie qui permet de donner au plus grand nombre, en tout cas de n'isoler personne dans la capacité des gens à avoir accès à l'information au sens large. Et toi, tu es arrivé sur ce sujet-là, c'est assez marrant l'anecdote dans ton parcours personnel, puisque tu me racontais que tu étais technicien en laboratoire photo, Oui, tout à fait. et que tu as vécu la disruption avec l'arrivée du numérique. Mais avant cela, donc, dans les salles de développement, tu étais dans le noir. C'est ça, un des premiers métiers que j'ai fait, développeur photo et pellicule couleur. Donc la particularité de ce travail-là, c'est qu'il y a une grosse partie qui se déroule dans le noir total. Donc à partir du moment où on a éteint la lumière, il faut aller jusqu'au bout du process pour pouvoir la rallumer, parce que pendant le process, on n'a absolument pas le droit d'allumer la lumière. Et donc là, tu avais une déficience visuelle momentanée, mais qui t'a permis de comprendre peut-être le quotidien de gens qui ont ce genre de handicap. Alors peut-être pas comprendre, mais en tout cas, ça m'a permis de me mouvoir et de réaliser des tâches quotidienne, quasi quotidienne, sans la vue en tout cas, donc avec d'autres sens, en maîtrisant un espace, celui du labo, parfaitement pour pouvoir m'y déplacer sans tâtonner partout, sans cogner partout, et surtout accueillir des gens, puisque je faisais aussi de la formation de personnes pour qu'elles apprennent à développer des pellicules ou des films. Donc là, il faut leur apprendre à se déplacer aussi dans cet environnement. Donc oui, ça c'est le premier... les premiers questionnements sur comment on aborde des sujets avec un sens différent que celui qu'on a l'habitude d'utiliser. Et alors, à l'image de la disruption digitale, la transformation digitale de ce métier, le numérique est aujourd'hui le terrain de jeu dans lequel tu t'investis avec Tanaguru, toi et ton équipe, sur les enjeux d'accessibilité. Alors, l'accessibilité Internet, c'est quoi en quelques mots qu'on comprenne? Parce que ça a l'air simple comme ça, on se dit ouais, ce site est accessible, mais en gros, ça veut dire quoi? Alors, parce que tu as parlé d'accessibilité, nous on va parler d'accessibilité numérique. Voilà, c'est comment toute personne aujourd'hui peut accéder à un service numérique, donc quel que soit son handicap, comment il peut lire les informations, interagir avec le site web et donc communiquer aujourd'hui avec les services publics, faire ses courses en ligne. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est un site accessible? C'est un site qui est compréhensible déjà, normalement qui utilise un langage clair, qu'une personne non formée peut utiliser de façon quasiment instantanée. C'est la particularité du web, c'est qu'on n'est pas formé aux outils qu'on nous présente. Oui. Il faut qu'il soit compatible avec les outils utilisés par les personnes en situation de handicap. Voilà, certaines, par exemple les déficients visuels, vont utiliser des lecteurs d'écran, des outils qui vont être capables de restituer l'information sous forme orale ou en braille, avec des outils, ce qu'on appelle les aides techniques, avec des lecteurs d'écran, avec des plages braille qu'on peut connecter à son ordinateur ou à son smartphone. Voilà, l'idée c'est que le site web puisse être utilisé par tous avec un niveau de mettre tout le monde au même pied d'égalité face au numérique. Et on parle de site internet, mais on peut aussi parler d'outils, ce qu'on utilise tous les jours dans notre travail, les intranets, envoyer un mail, une messagerie. Aujourd'hui, une chose dont on a beaucoup parlé pendant le confinement, ça va être tous les outils de communication en ligne, de visioconférence. Certains sont plus accessibles que d'autres. Voilà. Aujourd'hui, c'est une obligation pour les entreprises en France ou en Europe ou dans le monde d'être accessibles? Alors, il y a des lois d'accessibilité à peu près partout aujourd'hui, dans tous les pays. Une constante, c'est qu'ils ont à peu près tous légiféré sur le public d'abord, donc une obligation pour les services publics d'être accessibles. Ouais. Et puis, logiquement, quelques années après, les obligations s'étendent aussi au privé. Donc en France, on a une obligation légale normalement depuis 2012 pour les services publics. Mais c'est une directive européenne de 2018 qui a un peu accéléré les choses avec un arrêté sur des textes de loi français en 2019.
qui oblige normalement toutes les administrations à être conformes à l'accessibilité, et puis les grosses entreprises, donc celles qui font plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires en France. D'accord. On peut imaginer le CAC 40, bien que tu me disais que beaucoup d'entreprises du CAC 40 font plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais pas forcément en France. Tout à fait. Elles ne sont pas à ce moment-là concernées par cette directive. Tout à fait. L'anecdote sur les États-Unis, elle est assez intéressante pour comprendre aussi la manière avec laquelle, on va dire, le régulateur peut influer sur l'accélération de la mise en place de processus, notamment l'accessibilité, puisque le régulateur américain a un peu d'avance sur ce sujet, puisqu'il impose aux sites commerçants d'être accessibles. Donc là, au moins, il y a un marché qui est garanti d'une certaine manière. Voilà, les grandes entreprises françaises qui distribuent via des sites e-commerce aux États-Unis s'exposent aux lois américaines. Alors la particularité des États-Unis, c'est qu'ils n'ont pas une loi qui oblige à rendre accessible leur site. Par contre, ils ont une loi sur contre la discrimination. Et donc, si une personne handicapée n'arrive pas à commander sur leur site, ils se font attaquer pour discrimination. Ah oui. Et c'est comme ça qu'on arrive à travailler sur l'accessibilité, mais ce n'est pas une loi qui dit que le site doit être accessible, c'est juste qu'ils ne doivent pas discriminer de personnes dans leur service. D'accord. Donc c'est particulier. Encore, c'est certains États aux États-Unis, ce n'est pas tous, puisque voilà, ils utilisent en fait le fait qu'une place e-commerce est comme un commerce et que leur commerce n'est pas accessible et utilisable par tous. Alors, on a compris que ça couvrait beaucoup de champs, l'accessibilité. Alors, c'est très difficile, je pense, et tu me disais ça tout à l'heure aussi, c'est très difficile d'imaginer en amont toute la palette de variété des enjeux d'accessibilité, puisque on n'imagine pas forcément de but en blanc tout ce qui se cache derrière les handicaps, puisque on est tous, beaucoup de gens sont concernés, les handicaps sont plus ou moins visibles. Donc, le site, il y a une terminologie, doit être robuste. C'est-à-dire c'est à partir du moment où il est robuste qu'il va pouvoir intégrer des plugins ou des éléments de mise à jour. Alors, il n'y a pas que le critère de robustesse sur le site web, mais c'est un des plus marquants, puisque c'est celui qui doit assurer la compatibilité avec les technologies d'assistance et les outils utilisés par les personnes handicapées. Et c'est vraiment ça, notamment pour le handicap visuel, qui est un vrai frein à l'accessibilité et à l'accès des outils, puisque l'accessibilité vient de « est-ce que j'accède ou pas à quelque chose ?» Donc ce côté robuste et compatible avec les outils, lorsque ça ne l'est pas, c'est sûr qu'une personne déficiente visuelle qui utilise des outils d'assistance ne pourra pas utiliser le site web. Et quand on dit ne peut pas, parfois c'est se retrouver bloqué à la simple création d'un compte. Donc voilà, je peux accéder à 80% d'un service, par exemple un site de e-commerce pourrait être accessible sur tout son parcours, je peux rechercher, je peux mettre dans mon panier, mais je ne peux pas créer de compte. Eh oui. Et à partir du moment où j'ai un point bloquant dans un parcours utilisateur, le site devient inaccessible. Alors c'est pour ça que c'est particulier, on a un référentiel d'accessibilité où on calcule des taux de conformité. Mais qu'est-ce qu'un taux de conformité partielle en accessibilité ? C'est pas grand-chose, puisque si le 1% qui nous manque, c'est la connexion, on n'accède pas du tout au processus. C'est exactement si on transpose dans l'accessibilité des bâtiments, je fais un bâtiment accessible à 99%, mais c'est la porte d'entrée qui n'est pas accessible, le bâtiment n'est pas accessible du tout. Donc c'est compliqué, c'est un vrai enjeu en ce moment. Il y a beaucoup de clients qui nous approchent en disant je veux avoir une compatibilité ou une conformité à 75% ou à 80%. C'est pas une bonne idée. C'est pas comme ça qu'on approche l'accessibilité. D'accord. Ouais. Tes clients, c'est quel profil ? Les clients de Tanaguru. Ouais, les clients de Tanaguru aujourd'hui, c'est les administrations en premier lieu. C'est eux qui font la grosse partie de nos clients. Et après, c'est le e-commerce. Parce que nous, on a un peu une spécialité d'accompagner les grands groupes français, suisses sur le e-commerce aux États-Unis. Voilà, on les a à peu près tous accompagnés et on continue à les accompagner. Français et suisse, parce qu'il y a une question de langue commune. C'est parce que j'imagine que dans l'accessibilité, la compréhension et donc la langue, c'est quelque chose d'important. Oui, on est obligé de passer par l'anglais souvent, puisque même les grands groupes français ont des équipes forcément un peu partout. Et puis parfois, leurs marques sont aussi représentées. Il y a plusieurs sites web. Il y
a des sites web qui sont portés aux États-Unis. Mais donc, on est capable de travailler sur les référentiels français ou sur les référentiels internationaux en fonction de nos clients. Mais oui, clairement, la Suisse et la France, puisqu'ils viennent nous chercher peut-être aussi par une question de langue au départ. Mais voilà, le Luxembourg fait aussi plein de choses, mais nous, on les a jamais accompagnés. Mais typiquement, le Luxembourg a sorti une méthodologie de test sur les mobiles qu'on n'a pas encore en France, par exemple. Donc c'est intéressant. On mutualise aussi les expérimentations et les outils mis en place par d'autres pays européens pour pouvoir travailler en France. Ça veut dire quoi, Tanaguru ? Alors Tanaguru, c'est un néologisme japonais qui veut dire simple et efficace. Voilà. Simple et efficace. Voilà. Et vous êtes nombreux à travailler dans l'entreprise, du coup, sur tous ces sujets qui sont vastes ? On est une dizaine. L'idée, comment on a construit l'équipe, en fait, c'est des profils pluridisciplinaires, puisque le web, c'est assez large. L'accessibilité, c'est une vraie compétence transverse dans les projets, puisque ça va du... Parfois, on va sensibiliser les directeurs voilà, des grosses administrations. Il faut qu'ils comprennent les enjeux de l'accessibilité, là où il va falloir qu'ils mettent de l'argent aussi, puisque ça ne se fait pas sans budget, l'accessibilité. Et puis après, c'est tous les métiers de la chaîne de construction d'un service web. Ça va être des chefs de projet, des designers, des concepteurs, des développeurs, des contributeurs, rédacteurs, des testeurs. Voilà. Tous les gens sont impliqués dans l'accessibilité. Donc on a essayé de recréer une équipe avec à peu près toutes ces compétences pour pouvoir faire une équipe qui est capable de parler à tout le monde dans un projet, avec des compétences dans chacune des composantes de ce qui fait un projet web. L'idée, c'est d'être au plus proche possible de l'équipe. On intervient parfois justement en réalisant des audits, mais l'audit n'est pas une fin en soi, puisque l'audit, normalement, vient ponctuer un travail. Donc on intervient surtout en peer programming, c'est-à-dire en travail à quatre mains. On s'assoit à côté des gens et puis on fait avec eux pour qu'il y ait une montée en compétences, une professionnalisation des compétences métiers sur les questions d'accessibilité. Et puis l'idée, c'est que ça diffuse et qu'à un moment, on n'ait plus besoin de nous. Voilà. L'idée, c'est de transmettre cette compétence aussi dans les projets. Alors, à propos d'idées, il y a toujours des bonnes et des moins bonnes idées. Dans les moins bonnes idées, tu me partageais que certaines organisations, certains clients peuvent parfois avoir l'envie de dire, bon, on va faire un site accessible pour une partie de nos consommateurs qui en auraient besoin, et puis on va faire le site standard. Comme ça, au moins, ce sera plus facile. Enfin, on distingue un peu nos publics. Et en fait, là, il y a un petit problème. Ça part souvent d'une bonne intention. Ça nous arrive régulièrement de tomber sur des propositions comme ça. Alors forcément, ça s'explique. Parfois, on tombe sur des services qui existent depuis des dizaines d'années, qui sont des empilements de services qui forment des portails de services numériques. Et on imagine bien que vouloir changer ça de but en blanc et rendre accessible ça de but en blanc, ce n'est pas possible. Donc parfois, il y a des propositions de dire on va laisser ce service-là, puis on en développe à côté un plus simple. Bonne idée sur le papier. Quand on explique aux clients que ça va demander double maintenance, double gestion de projet et parfois doubler les équipes, on s'aperçoit que ça ne va pas marcher. Et on sait très bien que s'il y a à un moment donné un peu moins de budget, on sait très bien quelle version sera laissée de côté. Et c'est toujours celle destinée aux personnes handicapées qui est laissée de côté. Donc l'idée de faire deux versions n'est jamais la bonne. Après, l'anecdote que je t'avais donnée, c'était un peu particulier parce que c'était aussi sur la simplification des contenus, puisque l'accessibilité, c'est une partie technique de rendre conforme son site web pour qu'il puisse être compris, utilisé par tous les utilisateurs. Mais dans cette compréhension, il y a parfois le contenu produit, les textes. Si on veut les simplifier, c'est compliqué de proposer qu'une version, puisque... On le disait ensemble, parfois c'est nivelé par le bas. Mais, donc il y a cette méthode, le facile à lire et à comprendre, qui existe. Mais à partir du moment où on se dit... La méthode du facile à lire et à comprendre. Le FALC, qui est une simplification du français avec une méthodologie française sur le facile à lire et à comprendre, mais internationale sur la simplification des langages écrits, où on veut faire des phrases plus simples, plus courtes, avec un vocabulaire moins riche, pour qu'il soit compréhensible aussi par des personnes qui ont des troubles de l'apprentissage. Et ce facile à lire et à comprendre, ce qui est compliqué, je dirais, c'est que si je fais une version standard à une version facile à lire et à comprendre, la version standard, elle devient quoi ?
Elle devient difficile à lire et difficile à comprendre. Voilà. Donc à partir du moment où on se dit ça, il y a peut-être un problème, il y a peut-être un entre-deux aussi à faire d'une façon générale, c'est d'essayer de simplifier son langage de communication à partir du moment où on ne connaît pas ses utilisateurs. Et quand on diffuse sur le web, souvent, le web, les gens s'approprient tes contenus et souvent tu ne les connais pas. Voilà. Merci. Moi, il y a pas mal de choses que je ne connaissais pas et que j'ai découvertes grâce à toi, Frédéric, en matière d'accessibilité, un sujet qui nous réunit aujourd'hui sur la bicyclette. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Étienne, Frédéric. à très bientôt. Salut. Salut. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.